Ernest Renan disait de la nation qu'elle est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre est dans le présent. Cher Charles Beigbeder, qui illustrait si bien la réussite française, et cher Yvan Rioufol, qui savait si bien manier les mots, face au péril imminent qui nous menace, nous avons plus que jamais besoin de comprendre ce qui définit l'âme française. Donc je pense que la France est le plus beau pays du monde. On va en reparler, une culture, une histoire, des paysages. Enfin, il y a beaucoup de choses très positives. Le problème, c'est qu'il y a aussi une crise qui s'aggrave, pas simplement économique, avec le chômage, le déficit, la dette, mais une crise de défiance sans précédent, on va y revenir, qui fait que la France doute. Ça remonte à la Révolution, en mai 68, mais je ne veux pas dans ce préambule tout déflorer tout de suite. Et bref, on a une crise de défiance sans précédent qui fait que, même si j'étais strictement égoïste en tant que simple entrepreneur et uniquement intéressé par l'économique, eh bien la croissance n'en reviendra jamais si on ne traite pas ce problème identitaire, culturel, de qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire de la France, est-ce que la France est multiculturelle, oui ou non, bien sûr, la réponse, vous l'avez compris, et non. Et même si on faisait toutes les réformes économiques les plus intelligentes de la planète, eh bien la croissance n'en reviendrait pas parce que la confiance n'en reviendrait pas. Et donc, même si j'étais purement égoïste et uniquement intéressé par mes entreprises, et uniquement par ça, je serais obligé de traiter ce sujet culturel et identitaire. Okay, bon, il se trouve qu'en plus, ça me passionne. J'ai écrit ce livre avec Benoît Dumoulin, ici présent, Charnellement de France, qui est un essai d'amour de la France. Et on va en reparler. Et donc voilà, pour répondre à votre première question, pourquoi je suis ici ce soir, pour vous parler de la France, pour vous parler de comment on en est arrivé là, et puis aussi, surtout, comment on va pouvoir s'en sortir et comment on va pouvoir redevenir un grand pays fier de lui-même. Merci beaucoup. Je vais pas vous mentir, moi quand j'avais 17 ans, oui, je m'étais mis aux gilets jaunes giscardiens, rien de glorieux. Puis après, je dois dire, j'ai complètement fait l'impasse. J'étais toujours passionné de politique et avec des copains on refait le monde jusqu'à 3 h du matin lors de dîner entre amis. Beaucoup plus récemment, je dirais peut-être aussi que le fait d'avoir créé des boîtes puis de les avoir cédées et donc d'être maintenant dans une position plus d'investisseur que de PDG d'une boîte, ça donne plus de temps. J'ai 52 ans maintenant, j'ai plus 30 ans et du coup j'ai la chance de pouvoir m'engager clairement dans l'action politique et donc comme je l'ai dit, je pense que la situation s'est tellement dégradée qu'il est urgent d'agir et de proposer des solutions concrètes pour repartir de l'avant, d'où le nom d'ailleurs avant-garde de ce mouvement que nous avons créé avec Charles Mignon et beaucoup d'autres. C'est en avant, donc on veut réconcilier, donc on est des Français qui voulons conquérir le monde, mais aussi garde, c'est quelque part, on est inquiet et on veut défendre notre civilisation. C'est aussi essayer de réconcilier ceux qui sont pour l'initiative et qui veulent défendre les traditions. On dit ce sont un peu les libéraux et les conservateurs. Ça c'est moins bien parce que c'est un peu deux insultes. C'est comme le soulignait Yvan dans ses ouvrages. Donc le terme libéral, l'adjectif libéral, le terme conservateur. Donc je préfère dire qu'on est des enracinés et qu'on veut conquérir le monde. Voilà. Je ne suis pas du tout un journaliste politique. Je suis dans la presse régionale, j'ai commencé par les chiens écrasés. J'ai recommencé à zéro, si vous voulez. Et j'ai appris à ce moment-là, dans les années 70, je suis plus vieux, j'ai 64 ans, et j'ai appris à côtoyer la vie des gens à ce moment-là. Et en fait, c'est cette école de la rue, si je puis dire, qui ne m'a jamais quitté. C'est-à-dire que j'ai vu là, en rentrant chez les gens, dans les cuisines, dans les salles à manger, en regardant les joies des gens, les douleurs des gens, j'ai compris qu'ils étaient plus intéressants à observer, dans le fond, que leurs représentants. Et cette idée-là m'a toujours travaillé depuis, et quand je suis arrivé à Paris, quand je suis monté à Paris, et que j'ai été assez vite rédacteur en chef des informations générales, des infogénés, je me suis appliqué justement à me détacher des discours conventionnels, des discours politiques,
pour aller voir, pour en tout cas aller voir sur le terrain et envoyer des journalistes sur le terrain pour voir comment, à l'époque, c'était dans les années 80, comment les enseignants étaient insultés, par exemple, par leurs élèves, comment on commençait à se voir cette fracture identitaire qui séparait une partie de la France de celle des cités, et de voir monter l'émergence de cet islamisme qui aujourd'hui a pris tant de place. C'était l'époque de 89 avec les premiers foulards, etc. Et je me suis appliqué à ce moment-là à décrire les faits, simplement en mettant en retrait, parce que je n'étais que rédacteur en chef, et donc je faisais travailler les autres et je mettais en scène les informations. Puis en 2002, quand Max Clos est mort, Max Clos qui tenait le bloc-notes, qui avait été fondé en 52 par Mauriac, 52 l'année de ma naissance, mais donc qui avait beaucoup évolué depuis. C'était une formule très littéraire à l'époque, qui est devenue une formule plus journalistique. Et quand Max Clos est mort, on m'a proposé de prendre sa succession. Naturellement, ça ne se refuse pas. Et c'est à partir de ce moment-là, j'avais commencé un petit peu avant à faire des éditoriaux, et c'est à ce moment-là que j'ai acquis une visibilité qui progressivement m'a assis effectivement comme une sorte de personnage politique, mais dans lequel je ne me reconnais pas du tout, car encore une fois, je suis au contraire en rupture, et depuis le début, mais encore plus aujourd'hui, en rupture avec ce monde politique-là qui, de mon point de vue, ne veut pas s'intéresser à la vie des gens. M'auto-désigner, dans le fond, porte-parole de cette France silencieuse, de ces gens oubliés, de ces gens qui n'arrivent pas à se faire entendre dans leur sidération, car c'est bien une sidération qui, je le vois tous les jours, accable les Français qui voient que depuis 30 ans, 40 ans, on les a baladés et qu'ils se découvrent aujourd'hui dans une société multiculturelle, fracturée, violente, guerrière, à laquelle ils n'ont jamais eu le droit sur laquelle ils n'ont jamais eu le droit de se prononcer. Enfin, j'imagine que si on avait demandé aux Français si c'était bien cette société-là qu'ils voulaient, ils auraient dit non. Donc il y a une sorte d'abus de confiance, et j'ai été moi-même révolté parce que je voyais venir cette société-là depuis les années 90. J'en ai fait des livres, j'ai fait la fracture identitaire, j'en ai fait pas mal, pour essayer d'alerter, en vain naturellement, et donc je me suis pris moi-même de cette indignation, de cette colère, que je partage avec, me semble-t-il, une grande partie, en tout cas de mes lecteurs, et une grande partie peut-être d'une France qui se reconnaît également dans ce désastre et dans cette crise identitaire que tu nommes bien, en effet, que nous voyons tous. Et très vite, j'ai fait ce diagnostic, il y a maintenant 20 ans, de dire que c'était bien la crise identitaire et non pas la crise économique et sociale qui était à résoudre en priorité. J'ai longtemps été seul, nous n'étions pas nombreux à le dire. Aujourd'hui, je vois que même le Premier ministre admet que cette crise identitaire est fondamentale. Et donc, je continue à tenter d'être le porte-parole de ces Français-là, sans vouloir pour autant me mêler de politique, ou en tout cas pas comme ça. C'est-à-dire que je veux bien admettre aujourd'hui que je suis devenu un journaliste politique, mais un journaliste politique qui ne fréquente toujours pas le pouvoir. Je ne connais pas les hommes politiques, ils ne m'intéressent pas beaucoup. En tout cas, une partie d'entre eux. Je ne les fréquente pas, je ne les tutoie pas, je ne déjeune pas avec eux, je ne dîne pas avec eux, j'ai encore moins de partir en vacances. Et je continue à penser que la solution aujourd'hui à tous nos problèmes, elle est là, elle est en vous, elle est dans cette salle, elle est auprès de chacun de nous, qui sommes devenus les meilleurs experts de ce que nous vivons et de ce que nous subissons. Et donc je m'entête aujourd'hui à être ce que je me suis permis de m'octroyer comme rôle, qui est celui de ce porte-parole de ces Français qui de plus en plus sont de moins en moins silencieux et qui, de mon point de vue, ont la clé des remèdes que l'on pourrait apporter, qu'on peut apporter à notre crise existentielle. Voilà, en quelques mots, comment je peux me présenter. Merci. C'est bien pour ça d'ailleurs que nous avons invité ce soir. C'est aussi pour défendre tous ces Français qui souffrent et pour défendre ce qu'on a nous appelé, on a intitulé notre conférence ce soir, la défense de l'âme française. Alors évidemment c'est un sujet qui nous intéresse, nous les éveilleurs d'espérance, car peut-être nos raisons d'espérer se trouvent au tréfonds enfui de l'âme française. Alors Charles Beigbeder et Yvan Rioufol, vous qui avez tous les deux écrit sur la France et exprimé, vous l'avez déjà un petit peu dit, votre amour pour elle, d'abord,
pour vous, qu'est-ce que l'âme française? Est-ce que c'est l'âme qui vibre sur un terrain de football à l'occasion d'une Coupe du Monde ou à la vue d'un McDonald's sur le bord national? Ou est-ce l'âme de Jeanne d'Arc, de Versailles et de nos cathédrales? Alors en effet, la question est bonne. Il y a une âme française. Et donc, contrairement aux libéraux philosophiques, qui considèrent qu'il n'y a pas de nation, il n'y a rien, il n'y a aucune... l'histoire, ça n'existe pas. Il y a une âme. Et on n'est pas un pays hors sol, un pays déraciné, un pays virtuel. Et malgré tout l'amour que j'ai pour le Canada, on n'est pas le Canada. On est une des plus vieilles nations au monde, avec le Japon. Et donc c'est quelque chose d'extraordinaire que la France. C'est 80 générations, même 100 générations qui l'ont forgé. Et encore, on pourrait aller plus loin. Et donc, alors pour répondre à la question, qu'est-ce que l'âme française, je la définirais à 3 niveaux. D'abord dans ses contours, c'est-à-dire dans l'espace et le temps, là où elle se trouve, elle est dans l'histoire, la géographie, je l'ai dit tout à l'heure, l'héritage, hein, comme disait votre frère, selon le mot de Renan, des traditions, bref, tout ce qui est charnel. C'est pour ça que moi j'ai bien aimé, j'étais ravi de mon titre, là, Charnellement de France, parce que c'est une nation comme la France, il faut la comprendre âme, corps et esprit, c'est vraiment comme une personne. Et elle ne se limite pas à des principes abstraits comme certains voudraient nous le faire croire, souvent beaucoup de personnalités politiques qui quand on leur pose cette question, vont dire les fameuses valeurs républicaines. Non, ça bon, ces valeurs, elles sont intéressantes, elles sont le fruit d'ailleurs de nos racines et de ces 80 générations, mais on ne peut pas limiter la France à cela, à ce triptyque auquel il faut rajouter la laïcité. Et c'est donc pas une page blanche, comme disait Edmund Burke d'ailleurs encore. Et donc c'est pour ça qu'elle a vraiment un contenu unique et substantiel. Et justement ce contenu, mais quel est-il? Alors, je viens aux racines. Donc c'est une mystérieuse alchimie de culture gréco-romaine, de religion judéo-chrétienne et d'héritage humaniste. Hein, c'est le mélange de tout cela au fil du temps. Et puis, qu'est-ce qui distingue maintenant la France? Si on doit expliquer ce qu'est l'âme française à un étranger, bon, si on faisait comme parfois dans les entreprises, on fait une matrice pour dire qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce que ce produit est de différent par rapport aux autres. Bon, moi je pense que c'est un sens particulier de la dignité humaine, héritée du christianisme, précisément. La France n'a commis aucun génocide, il faut le souligner, hormis en Vendée sur sa propre population. Elle défend les minorités sur la scène internationale. Deux citations, hein, pardon, mais je pense quand même c'est pour illustrer le propos. D'abord, je commence par Finkielkraut qui dit « La galanterie n'est pas seulement égard pour la fragilité, elle est surtout tribut à la féminité. Elle procède d'une connivence sur le fait que les femmes plaisent et qu'il est licite, sinon recommandé, de leur rendre hommage. » Et un autre auteur, plus Burke encore, Edmund Burke, qui décidément m'a énormément inspiré, sur Edmund Burke qui disait de Marie-Antoinette, puisqu'on est à Versailles, j'étais obligé. Il y a maintenant 16 ou 17 ans que je n'ai vu la reine de France, c'était à Versailles, et elle était encore la dauphine. Et certes, jamais astre plus céleste n'apparut dans cette orbite. Quelques phrases plus loin, elle était ainsi que l'étoile du matin, brillante de santé, de bonheur et de gloire. Et puis là, oh quelle révolution! Et quel cœur faudrait-il avoir pour contempler sans émotion cette élévation et cette chute? Il y a une perte de substance de ce que nous sommes, avalisés par les évêques de France. En l'occurrence, je vous invite à lire ce document, c'est assez accablant. Pardon pour ce que je choque. Et donc, je me rends compte que parler de l'âme française aujourd'hui, c'est un peu incongru. On ne peut plus se dire français de souche, on peut se dire français issu de la diversité, c'est très bien vu. On a bien vu que depuis 40 ans, c'est bien cette France des idéologues qui a conduit à ces désastres successifs dans toutes les idéologies qui s'effondrent, de l'éducation, de l'économisme dirigiste, de l'antiracisme, du féminisme. Enfin, on pourrait faire la liste, elle est longue.
Et donc il faut en effet revenir à des fondamentaux, et tu l'as dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que l'âme française, c'est d'abord, enfin pour moi en tout cas, c'est un territoire. En effet, c'est une personne, c'est presque une personne, c'est en effet quelque chose de charnel. En tout cas pour moi, c'est une mémoire. Et plus qu'une mémoire, c'est presque une mémoire littéraire. Moi je suis toujours fasciné par ces nouveaux Français qui nous ont rejoints. Finkielkraut en est un très bon exemple, qui sont peut-être plus français que moi par certains points de vue, dans la mesure où ils ont tout épousé de la littérature française, et qu'ils sont même les défenseurs les plus ardents de ce que nous sommes à travers la mémoire des textes, à travers la mémoire des littératures. Les jeunes Français se fichaient de savoir s'ils avaient des ancêtres les Gaulois. Non seulement ils ne s'en fichent pas, mais ils sont très attachés à cette perpétuation. Et cette perpétuation vient de leur famille. Ce n'est pas effectivement l'école qui a arrêté de transmettre, ce sera peut-être un sujet que l'on abordera, mais ce sont les familles qui, ou en tout cas la mémoire collective, qui continue à transmettre cette âme française. Et donc, il faut naturellement la préserver. Et le hasard a fait, parce que tu parlais quand même de ce génocide vendéen, je suis un peu vendéen, et c'est quelque chose qui marque terriblement dans les familles vendéennes encore aujourd'hui. Et le hasard a voulu que j'ai repris des notes d'une harangue qu'avait fait Charette devant ses officiers, se moquant précisément de ce que l'on dit là. Et voilà ce que disait Charette, c'est tout à fait rigolo, parce que ça rentre en plein dans notre débat. Et lui, il parlait des Bleus, des Républicains, et il disait « Pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Ils l'ont dans le cerveau, nous l'avons sous les pieds. C'est plus solide. » Excusez-moi, je crie très mal, je n'arrive pas à m'en dire. « Il est vieux comme le diable, leur monde qu'ils disent nouveau et qu'ils veulent fonder dans l'absence de Dieu. Vieux comme le diable. » Et voilà, donc on est un peu, on revient, je pense, à ces fondamentaux, à ces oublis de soi, à cette haine de soi qui, depuis 40 ans, 50 ans, a fait que nous avons participé collectivement, malgré tout, en cautionnant ces hommes politiques, nous avons participé à la déconstruction de ce qui faisait une nation. Si l'on s'intéresse au temps long, la Révolution française, justement, avec la Déclaration des droits de l'homme, n'est-elle pas à l'origine de cet individualisme qui a imprégné toutes nos sociétés européennes? Autrement dit, est-ce que la France n'a-t-elle pas programmé presque son suicide avec la Déclaration des droits de l'homme en 1789? Je pense qu'on n'a pas fini d'expier, effectivement, en tout cas, la mort de Louis XVI, mais ça, c'est une affaire qui me paraît pour moi entendue et évidente, à vouloir supprimer une religion pour en adopter une autre, qui est cette religion des droits de l'homme qui, aujourd'hui, envahit tout et envahit principalement l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à un dogme qui presque irréfragable, qui est imposé maintenant par la culture des juges, par le pouvoir des juges à Bruxelles et ailleurs, et qui oblige, à travers des bons sentiments, à travers ces vieilles vertus chrétiennes devenues folles, disait Chesterton, à poursuivre dans ce lent travail de déculturation, d'effacement de soi, au profit d'une célébration de l'autre qui serait considérée comme étant le sauveur, avec une mauvaise interprétation de ce qu'ont pu être les évangiles. Bien sûr, Jésus appelle à accueillir et se félicite d'avoir été accueilli chez ceux qu'il avait bien voulu lui ouvrir sa porte, mais il n'est jamais resté plus d'une journée ou de 2 jours, en tout cas c'est ce qu'on comprend dans les évangiles. Or là, aujourd'hui, au nom des droits de l'homme, il nous est devenu interdit de discriminer, il nous est obligé d'appliquer un égalitarisme à tout crin, et au bout du compte, il nous est dit que la société d'accueil n'a pas plus de prépondérance que les minorités qui s'invitent désormais, et qu'aujourd'hui, la culture dominante est devenue une culture colonisatrice. C'est un peu cela qui est soutenu par cette idéologie des droits de l'homme, qui veut croire que parce que l'on est une minorité, nous on est par définition... Il y a au moins 3 articles extrêmement dangereux qu'il faudrait modifier. J'ose le dire. Parce que, prenons l'article 3, par exemple, qui dit dans sa version actuelle, avant que nous le modifions bientôt, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Mais en disant ça, eh bien, on rejette tout enracinement. On se rend hors sol. Et donc, c'est ça, c'est l'arrogance des révolutionnaires et du principe de table rase, de la page blanche. Alors, encore une fois, peut-être qu'à l'époque, certains d'entre nous n'aurions pas pensé à toutes les conséquences de cela, et il y avait, en effet, une succession peut-être d'injustices, etc., qui rendait le peuple extrêmement furieux, et certains donc ont été jusqu'à vouloir tout détruire ce qui nous avait précédé. Et donc, mais on voit bien aujourd'hui les conséquences, c'est qu'on est complètement démunis quand le Conseil d'État, dans son ordonnance, annule les arrêtés municipaux contre le Burkini, on y reviendra. C'est parce qu'il n'y a rien dans les textes fondateurs de la République qui fait référence à notre histoire, nos traditions, notre art de vivre. Il n'y a rien. On est complètement dans le néant. Et donc pour moi, dans cet article 3, il faudrait que ça devienne... Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, mais dans le respect de notre culture et de nos traditions. Par exemple, il faut réenraciner la République. Et un autre article, l'article 4, quand on dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi de suite, là, moi je propose dans mon ouvrage, la liberté consiste à faire vivre ensemble des personnes qui s'efforcent de communier autour d'une même vision de l'homme et de la nation en s'abstenant de nuire à autrui. Donc toujours essayer de dire, oui, on ne vit pas dans l'instant. On a, en fait, tu citais Chesterton, lui, il voulait faire voter les morts. Je ne vais pas jusque-là, mais il n'avait pas tort. C'est-à-dire qu'il faut retemporaliser notre Constitution et notre République. L'article 6 également, la loi est l'expression de la volonté générale, qu'on connaît tous et qui nous paraît tous évident. Cette consommation est malheureusement multiculturelle par les faits. Est-ce qu'elle n'a pas fabriqué depuis 40 ans, comme dit Philippe de Villiers, des êtres apatrides et asexués? Est-ce que ces Français-là, on peut quand même les récupérer? Oui, évidemment. Sinon on ne serait pas là. Ben oui, parce que ce nihilisme dans lequel nous sommes de nouveau, finalement, c'est étrange, parce qu'on parle de la Révolution française, mais après la Révolution, il y a eu quand même des générations de Français qui ont su trouver le sursaut pour refaire de la France une grande nation et qui s'enracinait dans son histoire. En prenant sans doute les quelques bénéfices de la Révolution, car il y a eu des fruits aux Lumières, la liberté politique en est un, c'est-à-dire la liberté d'expression, tout simplement, notamment. Et nous, avec cette seconde rupture majeure, ce traumatisme, disons post-68, où là aussi il y a eu quelques bénéfices, quelques fruits. C'est vrai que la société était peut-être extrêmement figée, cloisonnée, et donc il y avait besoin d'un peu d'oxygène, mais la conséquence, ça a été aussi de vouloir mettre l'enfant au centre, surtout de ne rien vouloir lui imposer, il est interdit d'interdire, et puis c'est donc toutes ces billevesées pédagogistes sur la pseudo-liberté de l'enfant, et puis cette repentance compulsive permanente du méchant homme blanc, le sanglot de l'homme blanc, dit Pascal Bruckner, et qui a été attisé par toute une série de choses juste après 68. Il y a eu, c'est vrai, il y a eu la colonisation, la décolonisation, les guerres mondiales, c'est sûr, le Vietnam, l'occupation, la Shoah, tout ça mélangé, a entraîné une gigantesque culpabilisation et haine de soi, et donc les 68ards se sont arrogés le droit d'interrompre la civilisation, comme le dit bien Bérénice Levet. Et cette catastrophe anthropologique a fait qu'il y a une élite politique, culturelle, intellectuelle qui a ouvert la main, pour paraphraser comme Simone Veil, et laissé la patrie tomber par terre. C'est la décomposition française de Malika Sorel, c'est le suicide français de Zemmour. Ah oui, il y a les multiculturels, c'est trop tard, et une partie de nos évêques, encore ce matin, comme le disait Yvan, qui disent elle est pluriculturelle. Non,
Non, il y a une culture de France qui est un trésor, et une langue, une histoire, un art de vivre, et il faut le défendre comme la prunelle de nos yeux, disait Saint Jean-Paul II. Et donc, alors quelle est l'autre attitude qui est prônée par l'essentiel de nos politiques? C'est le laïcisme. Et alors là, ce n'est pas une solution, parce que le laïcisme, c'est renforcer encore cette déculturation, puisque c'est vraiment c'est l'interdiction de toute manifestation du sentiment religieux dans l'espace public, qui n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité de l'État vis-à-vis du religieux. L'homme a une dimension religieuse, une soif de spiritualité, quelles que soient ses convictions, qui fait tellement partie intrinsèque de nous-mêmes que vouloir rejeter cela est complètement fou. Donc, et pourtant, c'est une majorité de nos personnalités politiques, de droite comme de gauche, qui veulent nous imposer cela et qui disent « Ah, mais il n'y a aucun problème face à l'islamisme, il n'y a qu'à imposer le laïcisme. » Je ne veux pas du tout faire le procès des musulmans. C'était au contraire, quand je suis allé à Béziers à l'invitation de Robert Ménard, pour essayer de faire en sorte que la base essaie de faire se réconcilier les droites, j'ai été sifflé dans la salle pour dire qu'il était naturellement stupide de désigner les musulmans comme étant bouc émissaire d'un islam radical qui les caricature. Mais on ne peut pas évacuer si rapidement le problème que pose l'islam en disant que les musulmans partageraient une partie de nos valeurs, ce qui est vrai d'ailleurs. En fait, on peut très bien être intéressé, presque même subjugué par la spiritualité musulmane quand il s'agit d'une dévotion à un lieu, et dans le fond on peut s'y retrouver, je m'y retrouve, mais le problème va largement au-delà de cela, si on doit parler de ça. J'aurais voulu parler auparavant un peu, mais je reviendrai après. Mais si parlons de l'islam, puisque c'est quand même le sujet essentiel, je crois que l'erreur que l'on fait aujourd'hui, c'est de vouloir comparer, de faire une filiation entre l'islam et le christianisme et le judaïsme en pensant que ces trois religions sont des religions semblables et seraient même des religions du livre. D'abord, l'islam n'est pas une religion du livre, c'est une religion à part, d'ailleurs critique les religions du livre, et surtout l'islam n'est pas seulement une religion, c'est très minoritairement une religion. L'islam, c'est un code civil, c'est un code pénal, c'est un code de commerce même, avec la finance islamique. Et donc l'islam, c'est une idéologie totale, totalisante, totalitaire de mon point de vue. Et c'est bien là que le bas blesse, c'est-à-dire que les musulmans qui se réclament de l'islam, les vrais musulmans qui se réclament de l'islam, sont ces islamistes que l'on dit être caricaturaux de l'islam et de ces musulmans que vous pensez être conformes à nos comportements. Je pense qu'on se trompe si l'on prend cette vision-là, car on ne comprend pas quel est le défi qui est à relever aujourd'hui, qui n'est pas, de mon point de vue, un défi religieux, mais qui est un défi politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, somnolente depuis 40 ans, se réveille aujourd'hui avec un projet de contre-société très élaboré. Le projet de la charia, le projet de la loi islamique, le projet du califat, qui s'est institué dans les cités, dans les plis du multiculturalisme que tu dénonces à juste titre, mais c'est un multiculturalisme qui existe, contrairement à ce que tu voudrais bien qu'il n'existe pas, mais il existe, malheureusement c'est ça le problème. Enfin, nous avons tous ça en mémoire, et donc il n'y a aucune raison, dans le fond, pour que la République, qui n'a pas changé à ma connaissance, soit plus modeste et plus craintive avec l'islam, alors qu'elle avait été si violente et si intolérante, si glaciale avec les juifs et les catholiques. Et donc, je pense que nous ne pourrons pas résoudre ce problème de cette guerre civile qui vient sans cette épreuve de force-là, qui est une épreuve de force juridique, légale, démocratique, avec l'appui de la société civile elle-même qui doit venir en renfort aujourd'hui de ce pouvoir évanescent. Et ensuite, naturellement, si ceci posait, et si on devait constater que cet islam politique, cet islam radical, cet islam colonisateur refuse malgré tout de se plier aux règles qu'on exige d'elle, de l'islam, alors là, en effet, peut-être faudra-t-il envisager aussi la force des armes. Et c'est là c'était naturellement une perspective qui fait froid dans le dos, mais sur laquelle il faut aujourd'hui se pencher. Et d'ailleurs, j'observe que depuis que j'ai fait ce bouquin, je l'ai écrit en mars, la guerre civile était un mot indicible. Aujourd'hui, il est en une de valeurs actuelles demain, qui en fait celui de dire est-ce qu'on ne va pas vers une guerre civile.
Et en juin, Patrick Calvar, le patron des renseignements intérieurs, qui a des informations que je n'avais pas quand j'ai écrit ce livre, a lui-même déclaré devant une commission parlementaire que l'on se dirigeait en effet vers une guerre civile. Donc il faut aujourd'hui se rendre compte que nous sortons de 70 ans de paix miraculeuse, divine, la paix de l'Europe, et que nous sommes aujourd'hui entrés en guerre, nous sommes aujourd'hui dans une sorte de société, d'une société incertaine. Ces politiques qui ont été Premier ministre ou plus, et qui capitulent. Pour moi, ce sont des capitulats. Et ils disent, pour éviter la guerre civile, eh bien, allons vers la guerre civile. En fait. C'est incompréhensible pour moi. Il faut, cette guerre, on voit bien, enfin, ce multiculturalisme, ce déracinement, ce nihilisme dans lequel on est, entraîne ce repli sur soi, ce communautarisme qui crée des zones de non-droit et qui crée la guerre civile. Donc, tous ceux qui disent non, non, mais ne faisons rien et on est un territoire où il faut vivre ensemble et se supporter les uns les autres, en fait, ce sont des capitulats. Ils me font penser aux pacifistes des années 30 qui savaient très bien ce qui allait se passer, mais qui politiquement ne voulaient pas assumer. Et si on avait réarmé plus tôt, Hitler n'aurait peut-être pas osé nous déclarer la guerre, etc. Bon, eh bien, c'est exactement la même chose. Eh bien, la guerre civile, on va sans doute l'avoir. Mais c'est mieux si on prend l'initiative. C'est-à-dire que si on déclare l'état de siège dans toutes les zones de non-droit, et pas l'état d'urgence, qu'on envoie l'armée, non pas en Afrique et au Moyen-Orient, mais chez nous, dans les zones de non-France, de non-droit, pour rétablir l'ordre, et puis en fermant les frontières, bien sûr, parce qu'il faut sécuriser le périmètre, donc il faut fermer les frontières nationales, parce qu'on ne va pas attendre que ce soit l'Union européenne qui se dote de frontières aux frontières de l'Union européenne, parce qu'on y sera encore dans 30 ans, et voilà ce qu'il faut faire. C'est un chef d'entreprise qui le dit. Et c'est un chef d'entreprise qui le dit, et c'est du concret. Nous avons dressé un constat ce soir, c'est celui d'une France qui meurt quand même, asphyxiée par la perte de ses valeurs et puis par la propagation de l'islam partout dans nos territoires, qui menace notre identité et surtout peut-être nous promet des jours de guerre civile, ou en tout cas, tout du moins de grandes souffrances. Alors dans cette salle, évidemment, il y a des pères et des mères de famille qui vous écoutent un petit peu angoissés. Nous-mêmes, notre génération fait des enfants, a des enfants, 4, 5, 6, 7. Alors, notre question... On va avoir besoin de soldats. Notre question et notre inquiétude quand même, c'est que vont-ils devenir? Voilà. Donc quelles sont les pistes quand même que vous proposez l'un et l'autre pour permettre à la France de renaître sans trop de souffrance, si c'est possible. Avant qu'il soit trop tard, acter qu'on n'est pas une nation multiculturelle, et donc en réenracinant la République, en transformant la République française en une République de France, et en ajoutant à l'article 1 de la Constitution nos racines. Une montée en puissance d'un nouveau totalitarisme que les mêmes intellectuels qui n'avaient pas vu le totalitarisme maoïste, marxiste ou hitlérien ne voient pas davantage aujourd'hui avec ce totalitarisme islamique. Et donc, c'est pour ça que je suis optimiste d'abord sur la capacité qu'ont les Français à réagir et surtout parce que le combat qui est amené est un combat formidablement valorisant. Il est, encore une fois, de défendre une démocratie, de défendre des libertés contre une idéologie régressive. Enfin, qui a envie de s'identifier à cette idéologie qui voile les femmes, qui considère la femme comme moins que rien dans les codes civils islamistes, qui excise, qui coupe les mains, enfin bref, vous connaissez toutes les sauvageries de cette idéologie-là, et je fais, moi, un appel qui est parfois mal compris aux musulmans eux-mêmes, nous en parlions tout à l'heure, aux musulmans laïcs, aux musulmans républicains qui se sont détachés, qui se sont libérés des interdits de l'islam, il y en a, afin qu'ils se mettent peut-être même au devant de ce mouvement de résistance. Je pense à des femmes comme Malika Sorel, Lilia Garousse, excusez-moi, ou d'autres, il y a beaucoup de femmes, mais il y a également des hommes,
afin qu'il montre la voie à tous ceux des Français musulmans qui ne demanderaient, j'imagine, alors qu'ils sont peut-être venus en France pour ce qu'elle représentait comme démocratie, et qui ne demandent qu'à vivre en France sous les règles de la démocratie. Et il y a eu un papier qui est paru en juillet de Tahar Benjeloun que j'ai bien aimé de ce point de vue-là, car il intimait aux musulmans d'abord de cesser de vouloir provoquer la société française avec des signes extérieurs désagréables comme le burkini, les voiles, ou tout ce qui pouvait marquer un séparatisme et un refus de vivre ensemble. Mais il disait à ses frères musulmans, je ne sais plus s'il appelait ses frères, mais je crois bien que oui, et si vous n'êtes pas content de cette société-là, foutez le camp. Si vous n'êtes pas content, allez vivre dans ces charmants pays qui appliquent la charia que vous désirez en France, en Irak, en Syrie ou ailleurs. Il paraît que c'est formidable. Moi, je n'ai rien contre la charia dans les pays musulmans. Je n'en veux pas chez moi. Et je pense que je ne suis pas le seul. Bonjour, Guillaume Paul. Je suis récemment arrivé à Versailles, donc je viens du Sud. Donc, quelque part, j'ai un peu d'avance sur les gens de la région Île-de-France. Je rebondis sur la question de monsieur, qui est cette question toujours de l'économie et l'économie. Quand j'ai des discussions jusqu'à des heures indues, comme vous le disiez, avec des amis, sur quel choix politique faire, moi je leur dis, écoutez, c'est pas l'économie qui est en jeu, c'est la culture, c'est nos valeurs. Qui défend nos valeurs aujourd'hui? C'est Juppé? C'est Sarko? C'est... non. Et s'il y a une crise économique, honnêtement, on a passé la crise des années 30, on a passé celle des années 70, on la passera la crise. En revanche, s'ils détruisent toutes nos églises, on ne pourra pas les reconstruire. Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit, sur la guerre civile. Je suis un ancien militaire, ancien officier. Il faut tout assumer. Et la Seconde Guerre mondiale, la résistance, elle s'est gagnée aussi avec... il y avait les communistes, il y avait des gens issus de l'armée nationale, il y avait tout. Je me dis, est-ce qu'il ne faut pas faire ce choix-là, qui est peut-être le choix de la culture, plutôt que de dire, ben non, là c'est pas encore assez bien pour mes valeurs chrétiennes, attendons encore, et puis plus on attend, comme vous le disiez, monsieur Réaufol, chaque année perdue, c'est un désastre. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que j'adhère à l'avant-garde et je vous apprécie beaucoup. Vous avez raison, il faut aller dans le concret. La tour, Barouin dans cette partie d'échecs, et puis prendre le cavalier Vauquier, et déjà ça serait un petit peu mieux, on verra. Une piste de solution, c'est de chercher à ce que les personnes retournent vers les fondamentaux qui ont fait la France, et notamment, il faut bien le dire, la chrétienté. Le curé d'Ars disait enlever les curés dans les villages et 70 ans après, les hommes adoreront des bêtes. On en est peut-être aussi là, et c'est aussi, je crois, une voie d'espérance qui doit être la nôtre, au-delà des problèmes politiques, c'est peut-être, Éric Zemmour lui-même le disait, la conversion des musulmans.